Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Les temps présents. Vous savez ce que je veux dire par temps présent? Il y a environ 50 ans qu'on a commencé à se servir de la technique industrielle. C'était le début de la passion géante pour l'argent. Jusqu'à ce moment-là, le seul moyen de gagner de l'argent, rapidement, et beaucoup, était la banque. La technique industrielle était le nouveau moyen, ou l'amélioration du premier, qui permettait de constituer encore plus rapidement entre les mains d'un homme de plus énormes capitaux. Le profit, qui auparavant ne pouvait pas s'accorder avec le travail, mais seulement avec le jeu, on lui donnait ainsi une apparence d'accord avec le travail, et du même coup, on légitimait la soif du profit. En réalité, on transformait tout simplement le travail en jeu d'argent. La différence entre le travail et le jeu, c'est qu'on peut travailler seul, et travailler pour quelqu'un. On ne peut pas jouer seul, on joue toujours contre quelqu'un. Pour que le jeu industriel fonctionne avec le plus d'aisance et de profit, il lui fallait de nombreux adversaires, de nombreux clients. Il ne pouvait pas jouer dans les campagnes, où il y a vraiment à travailler, où l'on n'avait pas le temps de jouer, où il aurait manqué d'adversaires. Le jeu industriel s'installa donc dans les villes. On en transforma la vie. Suivant les règles de tous les jeux, il offrait, montrait, criait publiquement l'annonce de 10% de bonheur extraordinaire, entièrement nouveau. Et il les apportait, cartes sur table. C'était vrai. Il apportait d'autre part 90% de malheurs extraordinaires et également nouveaux, sur lesquels il était inutile d'attirer l'attention et qui étaient désormais le résultat des profits industriels. De tous les côtés, les hommes s'approchèrent des nouveaux bancs. Tout était arrangé de telle façon que les grands enrichissements de l'homme ne pouvaient pas lui donner des moyens de contrôle. Il ne pouvait plus se servir ni d'esprit critique ni de conscience. Il lui semblait même que son honneur était de jouer plein jeu. Ces bonheurs nouveaux, ainsi offerts, travailler à les gagner, c'était se civiliser. C'était donner à la civilisation de l'homme cette éminence sur la nature, si consolante au fond de la solitude. L'extraordinaire de ces bonheurs lui donnait un nouveau sens de jouissance, l'orgueil de se rapprocher de Dieu. Le jeu, si parfois il en sentait la ruse, ou le passage furtif de quelques mouvements de triche, était si bien caché sous le travail qu'il lui était impossible de croire ses sens, de croire ses yeux, ses oreilles, son toucher, de croire ce que brutalement il voyait, il entendait, il touchait ainsi, quand il avait tant d'intérêt à ne rien voir d'autre que la passion pour un nouvel arbre de science. Les valeurs spirituelles accumulèrent des mots dans tous les sens pour que le sens des mots soit caché. Ainsi, à la fin des comptes, quand certains hommes faisaient des comptes dangereux, le mot travail chargé d'une fausse noblesse, ne signifiant plus rien de la chose qu'il désigne, faisait accepter les meurtres mêmes du jeu. Pour ceux qui, de l'autre côté du banc, accumulaient en leurs mains des profits considérables d'argent, ils n'étaient pas en dehors des règles du jeu. Ils ne faisaient pas une si bonne affaire. Ils étaient obligés de vivre avec les 90% de malheurs nouveaux. L'étonnement de ne pouvoir acheter le bonheur avec ces énormes profits les engageait dans la poursuite de profits toujours supérieurs. Le déchirant débat des hommes accrochés désespérément à cet espoir faisait grandir avec une extrême rapidité les progrès de la technique industrielle. Mais la règle du jeu ne pouvait pas être changée. Elle donnait toujours la même proportion de bonheur et de malheur. Ce n'est pas en attelant 20 chevaux à une charrue qu'on charruera mieux. Si on veut changer le résultat, il faut en changer tous les facteurs, c'est-à-dire transformer, c'est-à-dire porter dans une autre forme. Il n'était plus possible de changer la forme de la société industrielle. S'enrichir véritablement, ce que je vous disais au début de cette lettre, ce que je vous disais être ma grande passion, est difficile pour l'homme et demande le sacrifice total de la vie. Le profit est un moyen extrêmement facile de croire qu'on s'enrichit. On se donne l'illusion de posséder une chose rare. Cette séduction du facile attirera vers les grandes villes, vers les lieux de banques industrielles, la population artisanale des petites villes de tous les pays, nécessité récente des recherches de solutions collectives. Il ne reste plus sur l'étendue des terres que les hommes habitués au difficile.
Le reste s'étant aggloméré dans des proportions considérables sur de petits espaces de terre, tout restreints, et qu'ils envisageaient même dans leurs moments de plus grand délire d'augmenter en hauteur, en épaisseur, étant si violemment agglomérés sur les lieux de leurs désirs qu'ils ne pouvaient même plus imaginer d'élargir leur lieu de résidence. Ils ne pouvaient plus penser qu'à s'entasser les uns et les autres sur les fondations mêmes de l'industrie, nouvelle maladie sociale de l'agglomération, qui ne permet plus de solutions humaines, mais ne laisse devant la pensée que l'évidence des solutions collectives, quand précisément le collectif est le résultat de l'artifice. Ainsi, l'emploi de la technique industrielle à la recherche du profit modifia complètement le visage de la terre. Ces grandes compagnies d'hommes, qui occupaient paisiblement l'étendue du sol, ayant combiné leurs habitats avec les habitudes de la pluie, du vent, du soleil, du torrent, du fleuve, de la neige et de la différence de fécondité de la terre, ces fourmilières d'hommes répandus également comme de la semence sur tout le rond du globe, employés à ce travail que largement, en gros, on peut appeler paysan, c'est-à-dire de collaboration avec la nature, et l'artisanat est un travail paysan, ces foules uniformément répandues sous les ombrages de leurs arbres s'empressèrent vers les villes, vers de l'artifice, abandonnant le naturel, avides de facilité et de profit. Les chemins noirs de monde asséchaient les champs. De grandes pièces de terre se vidaient, et comme d'un bassin débondé d'où l'eau coule, on voit peu à peu émerger la boue et les mousses mortes, toute cette civilisation végétale de la vigne et du blé, qui couvrait la terre de notre monde, s'éclaircit, s'amincit, laissa émerger au milieu d'elle de grands îlots déserts d'herbes sauvages et d'hommes solitaires. Si je fais une différence entre le paysan et le reste de l'humanité, c'est qu'à ce moment-là, le départ s'est fait entre ceux qui voulaient vivre naturellement et ceux qui désiraient une vie artificielle. Les villes s'engraissaient. Elles se gonflaient à vue d'œil de rues et de boulevards nouveaux. Des banlieues fumantes de plâtras déchiraient de plus en plus loin autour d'elles, avec le hérissement de leurs échafaudages de maçons, les futaient et les bosquets. Mais le torrent des hommes qui se ruaient vers la proximité des usines et des manufactures ne pouvait même plus être contenu dans l'élargissement des agglomérations. On éleva les maisons d'étage en étage, superposant des couches d'humanité à des couches d'humanité, les unes au-dessus des autres, mesurant l'espace qu'il fallait à chacun pour se coucher, pour manger, délimitant entre des murs des droits de vivre de 3 pièces, de 4 pièces, d'1 pièce, des petits casiers dans lesquels, moyennant finance, on avait le droit de se caser, soi et sa famille, et de vivre, entre ces 4 murs, toute sa vie, avec naturellement des gestes modifiés, pas trop larges, et de vivre là toute sa vie, et de faire l'amour avec, peu à peu, une autre nature, un autre sens de la liberté, un autre sens de la grandeur, un autre sens de la vie que l'ancien sens de toutes ces choses. Ainsi, les hommes entraînés vers les 10% de bonheur extraordinaire promis par la technique industrielle portaient le poids des 90% de malheurs nouveaux. Il ne leur paraissait pas lourd tout de suite. Les 10% de bonheur étaient enivrants. Ils étaient à la condition humaine comme de la morphine à l'enragé, et les 90% de malheur n'étaient qu'extraordinairement simples comme toutes les choses naturelles. On ne pouvait les sentir qu'à la longue. C'était le signe de l'éternité de la prison. Ceux qui entraient ne pouvaient plus sortir. Au moment où ils étaient écrasés par le poids des malheurs, ils n'avaient plus de corps naturel, mais seulement une fragile charpente de nerfs excités par la morphine des bonheurs industriels. Plus de chair, plus de sang, plus rien de ce qui constitue un homme, mais qui, n'ayant plus été nourri de nourriture véritable, s'était lentement pourri, puis desséché, en poussière, puis était devenu la pâture du vent. À la conscience de leur propre grandeur, ils avaient substitué en eux-mêmes la conscience de la grandeur des machines. Maintenant qu'ils appelaient au secours, les machines ne répondaient pas, elles n'avaient ni oreille ni âme. Ils avaient beau en déclencher les bielles, les machines ne savent pas se battre contre le malheur humain. Elles ne peuvent pas se battre contre le malheur naturel des hommes.
Il ne peut être vaincu que par la grandeur et la noblesse de l'homme. Ils n'étaient plus habitués qu'au facile et à l'artifice. Ils avaient perdu l'habitude de l'usage de l'honneur. Car c'est un outil difficile. Si quelque ancien fond naturel les poussait à se servir de ces grandes armes, elles échappaient de leurs mains trop faibles. Alors commença l'utilisation du déshonneur, de la vulgarité collective et de la petitesse. Ils essayèrent de se soulager par la politique, la jonglerie spirituelle, l'esquive des responsabilités. C'était un opium qui s'ajoutait à la morphine, avec de terribles réveils, où ils appelaient farouchement la délivrance de la mort. Les meilleurs d'entre eux, placés brusquement certains soirs en face du désespoir total, se délivraient obscurément par la mort, entre les murs de ces petits casiers, où étaient prisonniers leur droit de vivre. Depuis, la génération de ces hommes artificiels s'est 50 fois reproduite. 50 fois, le contingent d'enfants qu'ils faisaient est venu remplacer les anciens hommes morts. D'année en année, ces générations successives sont arrivées dans le monde avec un peu moins chaque fois de l'ancien naturel, avec, chaque fois, un peu plus besoin de poison, avec chaque fois un peu moins de force, avec chaque fois un peu plus de confiance en la machine, avec chaque fois un peu moins de chance de vaincre, avec chaque fois un peu moins d'espoir. Nous sommes maintenant au moment où cette génération ne peut plus digérer ni le pain ni le vin. Elle ne se nourrit plus que d'excitants industriels. Elle se réveille de moins en moins. Elle a pris l'habitude de souffrir sa vie. Le grave, c'est qu'elle voudrait nous faire souffrir la nôtre et qu'elle possède la séduction du mal. Voilà ce que j'entends par temps présent.